montages chirurgicaux qu'il faut quand même avoir en tête. Les choses sont relativement standardisées. En ce qui concerne l'anastomose veineuse, elle est toujours localisée sur la veine iliaque externe. Par contre, l'anastomose artérielle peut se situer tout le long de l'axe iliaque, avec de moins en moins d'implantation sur l'axe iliaque-primitif, de plus en plus d'implantation artérielle sur l'axe iliaque externe. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, c'est plus superficiel, c'est plus facile d'accès une fois que c'est mis en place. Et pour nous, ça nous facilite la vie parce que l'implantation sur l'iliaque primitif peut être difficile à dégager en coup de plaie. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant. Mais néanmoins, ça peut induire des angulations relativement prononcées avec parfois des complications. En ce qui concerne l'anastomose urinaire, elle est toujours sur le dôme vésicaire, avec différents types d'anastomose anti-reflux, soit des liges grégoires, soit des, je ne me rappelle plus le nom de l'autre, qui sont plus ou moins obstructifs, plus ou moins anti-reflux, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très efficaces sur le reflux, mais ils exposent plus à de la stase, à l'obstruction. Et l'autre technique d'anastomose est moins sténosante, mais plus exposée au reflux. Voilà. Donc après, chaque chirurgien a ses habitudes. L'anastomose artérielle, elle comprend en général un patch aortique lorsqu'il s'agit d'un donneur décédé, un étalement encéphalique. On va prendre une collerette aortique, ce qui facilite beaucoup les choses pour l'anastomose et évite d'avoir à toucher à l'ostium de l'artère rénale. Donc ça, c'est un avantage. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un donneur vivant, bien entendu, on va sectionner l'artère au niveau post-ostial et ensuite on va réimplanter directement l'ostium de l'artère rénale sur l'artère rénale sans patch. Ce qui expose un petit peu plus à d'éventuelles complications chirurgicales vasculaires. Donc voilà un petit peu pour les techniques chirurgicales. Bon, après il y a des variantes. Ces transplantations sont positionnées bien sûr dans les fosses iliaques, rétropéritonéales. Si jamais on est obligé d'implanter un troisième greffon, que les deux fosses iliaques ont été utilisées, on est obligé de les mettre en intrapéritonéal. Et dans ces cas-là, les anastomoses se situent beaucoup plus haut, elles peuvent se situer sur la veine cave pour la veine et sur les iliaques primitives pour l'artère. Enfin, là, après, ça dépend de l'état artériel. Et enfin, il y a une dernière implantation qui est tout à fait exceptionnelle, c'est ce qu'on appelle le Gilles Vernet. Lorsqu'il n'y a aucune possibilité d'implantation artérielle sur les iliaques, il y a la possibilité de s'implanter sur l'artère splénique en faisant une splénectomie et en implantant l'urtère du greffon sur l'urtère natif, sur l'urin homologue gauche. Donc voilà un petit peu les... Enfin, en général, on a affaire à cela. Les bilans que l'on doit réaliser avant prélèvement d'organes dépendent un petit peu dépendent bien sûr s'il s'agit de donneur vivant ou de donneur décédé. Je n'insisterai que sur le donneur vivant. La technique se développe de plus en plus, du fait de la pénurie de greffons. Aujourd'hui, c'est l'angioscanner, enfin l'uroscanner plus exactement, qui est réalisé. C'est plus fiable, plus reproductible. Avec la technique du double bolus, on peut avoir toutes les informations artérielles autant précoces, pour avoir la cartographie des artères, le nombre d'artères, savoir s'il y a bien sûr des sténoses. Sur le même temps, en général, on a accès au retour veineux, puisqu'il est très rapide, et ça permet de savoir s'il y a une ou deux veines, s'il y a une veine rétro-aortique, par exemple, à gauche. Et le bilan, bien sûr, sur la voie excrétrice, sur le temps néphro-excrétoire. Bien sûr, sur les voies excrétrices, on va rechercher surtout des malformations, type de duplication, par exemple, et puis bien sûr analyser tout le parenchyme. Donc chez ce patient, par exemple, on se rend compte qu'il y a deux artères, il y a une artère dominante et une artère accessoire pour l'air inférieur, et il y a deux veines rénales. En général, quand il y a deux veines rénales, il y en a une qui est orthotopique, donc pré-aortique, et souvent la deuxième rétro-aortique. Donc tout ça, c'est très important. En ce qui concerne les donneurs vivants, le plus souvent, les chirurgiens visent le rein gauche, et pas le rein droit.
pour une raison très simple, c'est que la veine rénale est beaucoup plus longue à gauche qu'à droite, elle est très courte, et ça facilite pas les choses. Donc c'est toujours le rein gauche qui est visé en premier pour le prélèvement d'un donneur vivant. Si vraiment il n'y a pas le choix, à ce moment-là, ils partent sur un rein droit, mais ça dépend de la longueur de la veine. Voilà, il faut qu'il fasse des rallongements, enfin bon, ça devient compliqué. Voilà. Bon, je ne parle pas du donneur décédé où on fait un scanner, il y a le problème de la mort encéphalique, diagnostic de mort encéphalique, et puis après il y a le bilan bien sûr thoracope de pelvien à la recherche d'une pathologie éventuelle évolutive, et puis bien sûr le bilan de tout l'armoire vasculaire. Ouais. Par rapport, vous dites qu'on prélève en préférence le rein gauche parce que la veine rénale est plus longue, mais à l'inverse, l'artère est plus courte. Oui, mais elle est suffisamment exacte. Elle est suffisamment longue pour faire des. Enfin, en général, ça suffit. L'artère rénale droite est beaucoup plus longue à droite, ça c'est clair. Mais le piège, c'est la veine rénale droite, qui est très très courte. Bon, chez le receveur, c'est un cas caricatural. Ce qui intéresse surtout les chirurgiens, c'est savoir le degré de calcification des artères, qui sont souvent très très importantes, comme ici. Bon, c'est pas toujours comme ça, heureusement. Mais chez les patients qui ont plusieurs années d'hémodialyse, ben c'est souvent une limite. Ce qu'on observe très souvent, c'est qu'il y a une calcification prédomine en arto-iliaque primitif, mais souvent les iliaques externes sont assez dénués de calcification, ce qui favorise aussi l'implantation en iliaque externe. Ils sont souvent beaucoup moins calcifiés que les iliaques primitives. Alors là, ce n'est pas le cas, tout est calcifié. Mais voilà, c'est ce qu'ils cherchent. Une petite parenthèse sur la préparation à la greffe chez les patients polykystiques. Bien sûr, on va regarder aussi les artères, mais un problème qui peut se poser, c'est le volume rénal, qui est peut-être parfois trop important et n'autorise pas une implantation du greffon fossiliaque. Ce d'autant qu'il peut y avoir aussi une polykystose hépatique associée, et donc du côté droit, le volume de l'abdomen peut être très très augmenté, avec une impossibilité d'implanter le greffon. Alors, si les reins sont de taille trop importante, eh bien, classiquement, c'est une néphrectomie qui est réalisée, soit ouverte, soit de plus en plus laparoscopique, bien sûr. Si on a un volume qui est limite, mais qui a des kystes qui prédominent comme ici, eh bien, on peut juste se contenter de faire une sclérose, ou alors, pendant la transplantation, ils feront une mise à plat de ce kyste. Voilà. Donc, tout ceci est évalué sur le scanner ou l'INA du receveur, bien sûr. Et ce qu'on a développé à Bordeaux depuis quelques années, c'est l'embolisation, sachant que l'objectif, c'est de diminuer, bien sûr, d'augmenter la place. Donc, on a développé l'embolisation depuis plusieurs années. Donc on a rapporté notre expérience la dernière fois en 2015. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette embolisation, on diminue considérablement le volume des reins. Alors bien sûr, on ne peut pas faire ça sur des greffes préemptives, c'est-à-dire des patients qui ne sont pas encore en dialyse mais qui vont l'être. Parce que là, bien sûr, on les précipite en dialyse. Donc ce ne se fait que chez les patients qui sont dialysés, que ce soit en hémodialyse ou en dialyse péritonéale. Et on les embolise et on refait un bilan scanner à 3 mois. En général, ça suffit pour lever la contre-indication temporaire. On les met en contre-indication temporaire. On lève la contre-indication temporaire quand on considère que la place est suffisante. Si ce n'est pas suffisant en 3 mois, on fait un scanner à 6 mois. Ça décale un peu la greffe, mais la chirurgie, elle permet de greffer plus rapidement, mais elle est plus morbide. Il y a beaucoup plus de pertes sanguines, c'est plus lourd pour les patients. Et chez nous, on ne fait plus de néphrectomie, sauf lorsque les reins sont vraiment trop volumineux. Donc quand les reins font à peu près 2,5 litres, 3 litres de chaque côté en général, on sait qu'on va être obligé d'attendre beaucoup trop longtemps après l'embolisation pour lever la contre-indication temporaire. Mais avec le temps, vous voyez que ça continue à décroître. Donc on embolise l'artère avec aujourd'hui, alors on a plusieurs phases, on a d'abord mis des particules et puis de l'alcool, et puis maintenant on met de la colle. Enfin, voilà, du glubrant, surtout l'arme artérielle, et ça marche très bien, et on finit éventuellement par un coil ou un plug de manière à ce que ça ne se reperfuse pas. Voilà. Donc, le repère pour les chirurgiens, il est double, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont considérer qu'il n'y a pas la place. Il y a d'une part sur le scanner, savoir si le poil inférieur du rein dépasse l'aile iliaque, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a des gens qui sont très courts, des gens qui sont très longs, donc
juste la ligne de l'iliaque ne suffit pas, parce que ça peut dépasser un peu l'iliaque, mais si le bassin est relativement profond, on peut avoir la place, donc c'est l'examen clinique. Donc ils examinent bien sûr cliniquement les patients, et avec le scan, en staff, en RCP, pré-transplantation, décide non une embolisation. Et si c'est beaucoup trop gros, à ce moment-là, ils sont opérés. Donc là, vous avez un patient qui a été embolisé, on voit la réduction de volume du rein droit, ce qui a permis d'implanter le greffon à son pôle inférieur. Voilà, ça ce sont des exemples de contrôle à 3 mois. Il faisait celui-là qui a marché rapidement avec une perte de 40% à 3 mois qui a permis l'implantation. Vous voyez, c'est en sagittal, comme ça a libéré de la place. Et puis ici, c'est juste pour montrer un contrôle tardif. Ça continue à évoluer très longtemps. Donc ça fonctionne, ça ne se fait pas dans beaucoup de centres encore, et les chirurgiens sont toujours un peu réticents à passer la main, c'est un peu dommage. Excusez-moi. Ouais. Vous avez eu des complications style surinfection après, donc jamais vous avez... Alors, en ce qui concerne les échecs, alors il y a des fois ça ne bouge pas, et le plus souvent c'est parce qu'on a méconnu une artère accessoire, donc c'est revascularisé. Et sur un rein polykystique, détecter les artères accessoires en artérographie, c'est pas évident. Parce qu'on peut faire que une artérographie et elles sont très très grèves, ces artères. Donc c'est pas toujours évident. On a eu une fois une infection, peut-être 2 fois. Voilà, c'est rare. C'est rare. Hémorragie kystique, aussi une fois. Voilà. Et est-ce que les néphrologues vous ont observé que ces patients souvent hyper tendus, après ils étaient moins, après ça ne pas du tout? Pas du tout. C'est un gros avantage par rapport à la chirurgie chez les gens qui sont désphériques. Parce que là, les connecteurs, on ne peut plus faire la désphérique. Donc ça permet de maintenir la désphérique. Non, ils sont très friands de ça, ça marche très bien. C'est douloureux, un peu comme les fibromes terrain. Et donc il faut bien l'encadrer avec une pompe à morphine. Nous allons prendre une titration pendant la procédure, et puis après on laisse la pompe à morphine pendant 24-48 heures. Voilà. D'ailleurs maintenant on embolise les foies aussi, quand ils sont trop lumineux, ça marche très bien. Alors le suivi post-implantation, il se fait par écho, bien entendu. Donc les avantages des ultrasons, c'est ça, c'est de pouvoir avoir un examen morphologique en mode B, d'avoir une perfusion rénale globale, complète. Le rein étant fossiliaque superficiel, ça permet d'avoir une imagerie de très très bonne qualité, le plus souvent. Voilà. Les artères rénales, elles peuvent être plus ou moins faciles à dégager jusqu'à l'ostium, c'est pas toujours très simple. Elles peuvent faire des boucles, c'est pas toujours simple d'aller chercher la zone implantatoire. Bon, c'est vrai que le plus souvent les sténoses d'artères de greffon, elles ne sont pas sur l'ostium, elles sont en général post-ostiales, elles sont tronculaires. C'est très rare d'avoir des sténoses ostiales, même sur les donneurs vivants. Bon, les critères hémodynamiques sont les mêmes que sur le rein natif qu'on a vu tout à l'heure. Toujours vérifier la perméabilité des veines. Parfois il y a 2 veines qui sont réimplantées, comme on a vu chez le donneur vivant tout à l'heure. Attention au faux diagnostic de sténose de veine, parce que les veines sont très facilement compressibles. Et vous voyez que si on appuie un petit peu avec la sonde, le greffon étant juste au-dessus, on peut créer une accélération très importante du flux veineux et créer une fausse sténose. Voilà. Mais la pathologie veineuse sténosante, elle est tout à fait exceptionnelle dans les greffes rénales. Et le deuxième examen qui vient tout de suite après, dès qu'on a un problème, dès qu'il y a une pathologie détectée, c'est l'IRM. Avec les mêmes avantages, permettre une imagerie complète, T1, T2, diffusion si nécessaire, angio-IRM si nécessaire, uro-IRM si c'est nécessaire, ou une dynamique de bruit de contraste avec des temps tardifs, enfin voilà, tout dépend de la pathologie. Donc on ne fait pas de scanner, on fait des scanners de temps en temps quand il y a surtout des collections. Il y a des collections, on peut faire des scanners, mais en dehors des collections, on préfère faire des IRM pour toute la pathologie vasculaire en particulier. Je n'ai pas parlé en ultrason bien sûr des injections de produits de contraste, très importantes. Donc je ne parlerai pas là parce que c'est surtout très intéressant pour les pathologies vasculaires que vous exposera Jean-Michel Correa cet après-midi. Il ne faut pas hésiter bien sûr
à faire une injection de produit de contraste quand on a un doute sur la qualité de la perfusion du greffon. Très 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 utile. Ça évite d'avoir recours souvent à l'IRM, ça permet de régler les problèmes. Voilà, en ce qui concerne la technique. Les patients ont un contrôle J1, un contrôle J7, et puis après, ça dépend, parfois plus précoce si ça va pas bien, et puis, mais la moyenne c'est J1, entre J5 et J7 selon les équipes. Et maintenant, pour les donneurs vivants, alors, je sais qu'il y en a qui le font systématiquement, même pour les donneurs décédés, il faut faire des échos de Doppler en sortie de bloc, pour s'assurer que tout passe bien, artère et veine. Alors nous, ils nous le demandent maintenant, depuis qu'il y a eu une thrombose veineuse précoce, pour un donneur vivant, c'est bon, un donneur cadavérique, c'est embêtant, mais quand c'est un donneur vivant, là on le paye deux fois. C'est lourd pour le donneur, c'est lourd pour le receveur. Donc, donneur vivant, ils nous font faire en sortie de bloc un écho Doppler. Et c'est vrai que ça nous est arrivé une fois de trouver une thrombose veineuse précoce, ils l'ont tout de suite remis au bloc et ils l'ont désobstrué. À l'état normal, le Doppler doit être comme dans un rein, je veux dire, comme dans un rein. Oui, vous voyez, les courbes sont strictement les mêmes sur l'artère rénale, ici en bas, et en intrarénal. Et donc le protocole est le même, c'est-à-dire qu'on fait 2 échantillonnages, certains en font 3, on fait que 2, moitié supérieure, moitié inférieure, et on mesure l'index de résistance, éventuellement le temps de montée systolique, là c'est moins important parce qu'on n'est pas toujours à la recherche d'une sténose artérielle. On va mesurer le temps de montée systolique si on a l'impression qu'il est pathologique ou si on est dans la démarche d'une recherche de sténose artérielle ou si on en trouve une. Voilà, mais pas systématiquement. L'index de résistance est systématique. Ce que je n'ai pas dit, ce qui est très important, c'est de faire ça, s'assurer que tout le rein soit bien perfusé. Je ne veux pas des zones d'infarctus, il y a souvent des infarctus. Par exemple, s'il y a une polaire, une petite artère accessoire qui a été prélevée, très souvent, celle-là, elle va fumer. Après la greffe. Des fois, ils ne la réimplantent même pas. Alors, ils cherchent toujours à la réimplanter quand c'est une inférieure. Quand c'est une supérieure, pas toujours. Pourquoi quand c'est une inférieure, d'après vous? C'est pas une supérieure. Parce que les artères accessoires polaires vascularisent la voie excrétrice souvent, une artère en particulier, on va y revenir. Donc il y a plus de risque d'ischémie de la voie excrétrice si on a un infarctus polaire inférieur, par occlusion de l'artère. Voilà, ça aussi c'est... Donc l'idéal c'est de savoir au moment des premiers contrôles combien d'artères ont été implantées et faire baisser les PRF pour balayer le greffon en longitudinal ou en axial, s'assurer que tout soit bien vascularisé. Même on n'a pas besoin d'injecter le produit de contraste. On injecte le produit de contraste que si vraiment on a un doute sur des perfusions. Quand il y a par exemple un rein qui ne démarre pas, et puis on a un arbre vasculaire qui est très, très difficile à explorer, on arrive à peine aux artères segmentaires dans le sinus. Là, l'idéal, c'est d'injecter un produit de contraste pour s'assurer qu'il n'y ait pas une complication vasculaire. Voilà. Alors, les dysfonctions précoces du greffon, c'est-à-dire à peu près les 3 premiers mois, elles sont médicales ou vasculaires. Donc, vasculaire, je n'en parlerai pas. Thrombose d'artère rénale, infarctus rénal, thrombose de la veine, on laisse ça pour cet après-midi. Et on va parler des complications médicales, rejet, nécrose, toxicité à la cyclosporine, infection. Nécrose corticale, qui est une complication vasculaire, sera traitée également cet après-midi. Alors, en ce qui concerne les infections, elles ne sont pas très fréquentes, ces infections. Elles sont plus fréquentes pendant la phase précoce, dans le premier mois, mais elles ne sont pas très fréquentes, favorisées par l'immunodépression. Il y a les cathéters, vous savez que le plus souvent ils sortent avec une double J dans l'urtère du greffon. Souvent elles sont nosocomiales avec du staphylodoré et du Escherichia coli le plus souvent, parfois entérocoque. Le candida, c'est un problème parce qu'il y a des liquides de conservation qui peuvent être contaminés par le candida. Et ça, quand les résultats reviennent positifs, il faut bien surveiller ces patients et en particulier rechercher une complication vasculaire et notamment la fausse anémie. Le diagnostic clinique il peut être masqué chez ces sujets immunodéprimés. Il y a une douleur, un fébricule, ça c'est pas spécifique, ça peut se voir dans le rejet aussi.
Bien sûr, l'hyperleucocytose est importante et l'examen histobactériologique des yeux. Bon, en imagerie, c'est comme sur le rein natif. Là, par contre, on a envie d'avoir une preuve dans l'imagerie. Vous savez, la pyélophilie aiguë classique, on n'est pas forcé de faire l'imagerie. Là, chez les transplantés, on a quand même envie de prouver qu'il y a bien une infection et de voir son intensité. Donc, premier examen qu'on fait, c'est l'écho-Doppler. Le problème de l'écho-Doppler, c'est qu'on va avoir une image comme ça, ou pas. Mais si on a une image comme ça, on n'est pas capable de faire la différence entre l'infarctus et l'infection. Parce que la pyélophilie, je vous rappelle qu'il y a une vasoconstriction, donc en écho-Doppler, on peut très bien avoir des zones qui apparaissent dévascularisées. En fait, le Doppler ne voit que les macro-vaisseaux, ne voit pas les micro-vaisseaux. Donc s'il y a une vasoconstriction importante, on peut ne pas voir de vaisseau, ça peut ressembler à un infarctus. Mais déjà, dans le contexte, ça peut évoquer ça. Donc l'idéal, c'est de faire une technique, si vraiment on a besoin d'aller plus loin, c'est de faire un examen injecté en scanner. Ça dépend du niveau de fonction rénale, sinon une IRM en diffusion en particulier, T de diffusion, c'est l'idéal, on n'est pas obligé d'injecter. Vous savez, c'est l'IRM de diffusion dans les infections de la femme enceinte, par exemple, c'est très intéressant. Ça permet d'éviter d'injecter. C'est très sensible. Voilà, mais sur les greffés, c'est pareil. Puis s'il y a un abcès, bien sûr, on le verra avec les techniques. Enfin, franchement, on n'en voit pas beaucoup. Pas vous dans vos expériences, mais on voit très peu ça. Alors, les complications médicales. Rejet aigu, tubulopathie, surtout. Toxicité à la cyclo, un peu moins. Alors, le rejet, ça a diminué par rapport à ce qu'il y a quelques années, 10 à 15%. C'est quand même une perte, c'est une cause de perte de greffons. Et ça fait le lit du rejet chronique. C'est-à-dire que même le rejet aigu précoce infraclinique fait le lit du rejet chronique et de la fibrose. Et c'est pour ça qu'il y a des équipes qui font des biopsies systématiques. Même s'il n'y a pas de diagnostic, même s'il y a une fonction qui est correcte. C'est à la recherche de ce rejet infraclinique. Pourquoi? C'est pour avoir une idée pronostique. Puisque s'il y a un rejet infraclinique, ça laisse augurer peut-être d'une durée de vie plus limitée, d'une fonction rénale pas tout à fait normale à distance. Bon, là aussi, les signes cliniques, vraiment, il faut qu'il y ait un rejet important pour qu'il y ait des signes qui sont non spécifiques. C'est encore la douleur du greffon, il peut éventuellement gonfler un petit peu, il peut y avoir un fébricule, diminution bien sûr de la diurèse. Ce qui est important, c'est que c'est un dysfonctionnement qui apparaît avec un intervalle libre, c'est-à-dire que en général, sur un rejet, il y a une reprise de fonction. S'il n'y a pas de tubulopathie, il y a une reprise de fonction et puis là, ça se dégrade. Donc c'est une dégradation. La forme typique, c'est reprise, dégradation secondaire quelques jours après la greffe. Ça, en général, ce n'est pas une tubulopathie. La tubulopathie, elle est immédiate. Bon, l'imagerie, comme on va le voir, n'est pas du tout spécifique, n'apporte pas grand-chose aujourd'hui, mais ça permet d'éliminer une autre cause éventuellement et donc ça, après de guider la biopsie, bien entendu. Donc le rejet, c'est la biopsie, avec la classification de Banff, qui s'applique au rejet aigu, mais aussi à la phase chronique, avec l'atteinte glomérulaire, vasculaire et interstitielle, et qui permet de grader ce rejet en 3 classes. Et on comprend bien, compte tenu de la variabilité de ces lésions et de leur intensité de ces composantes, que l'imagerie ne peut pas apporter quelque chose de spécifique. Bon, je vous montrerai qu'il y aurait peut-être moyen, mais pas aujourd'hui. Bon, là je vous ai mis des images classiques chez des patients étiquetés rejet aigu, qui ont été confirmés par des biopsies, mais ce n'est pas spécifique. C'est classiquement, on dit que le greffon devient un peu globuleux, comme dans ces deux cas, avec un sinus qui s'efface du fait de l'hyperéchogenicité. Souvent un épaississement de la paroi des voies excrétrices, mais qui n'est pas spécifique, qui peut se voir aussi dans les infections, et qui peut se voir parfois sans qu'on sache très bien pourquoi, ce d'autant que maintenant ils ont des doubles J. Des pyramides qui sont augmentées en volume, qui vont jusqu'à la capsule. Bon, bref, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. À l'inverse, ou avec accompagnant le rejet, précédant le rejet, ça précède toujours le rejet, c'est la nécrose, c'est la tubulopathie, disons. Cette tubulopathie, elle a deux degrés de sévérité. Soit c'est la tubulopathie simple sans nécrose, soit c'est la nécrose. La tubulopathie simple sans nécrose, c'est ça, c'est-à-dire c'est une dilatation tubulaire avec une atrophie des cellules. Et dans l'interstitium, il n'y a rien, ça c'est une biopsie corticale.
il n'y a rien de particulier. Puis quand c'est beaucoup plus sévère, ben à ce moment-là, regardez, les cellules tubulaires, elles desquament, il est abrasé, cet urothélium, enfin, ces parois tubulaires, sont dilatées, mais également il y a une nécrose tubulaire, enfin une nécrose cellulaire. Alors ça, c'est une lésion d'ischémie-reperfusion. Maintenant, c'est-à-dire ça s'appelle ischémie-reperfusion. C'est au moment de la reperfusion, si l'ischémie a été trop longue, il va y avoir toute une libération de radicaux libres en particulier, qui vont léser les cellules endothéliales et les cellules tubulaires. Donc ça augmente avec l'âge du donneur, la mauvaise qualité du rein lui-même, l'hémodynamique pendant la mort encéphalique, pendant la réanimation. Bien sûr, la durée de l'ischémie froide dans le liquide de conservation, plus ça dure, plus c'est délétère. Et la longueur de la chirurgie. Enfin, bref, ce sont toutes les conditions difficiles et délétères de conservation et d'implantation des enfants qui favorisent la tubulopathie. Ce qui fait que la dysfonction, elle est quelques heures après la reperfusion. C'est tout de suite. Au déclampage que ça va commencer. Et là, il y a des degrés très variables. Donc, dans la tubulopathie simple, le plus souvent, cliniquement, on a une polyurie. Et puis, s'il y a une atteinte plus importante avec nécrose, c'est là où ça va se dégrader. On va potentiellement avoir une oligurie, voire même une anurie. Voilà, donc c'est extrêmement variable. Mais c'est d'emblée. Et ça se traite par diurétique. Donc bien sûr, c'est pas du tout le même traitement que le rejet, qui nécessite des bolus de corticoïdes. Et ça se résout plus ou moins rapidement et plus ou moins complètement. Tout dépend bien sûr de la sévérité de la tubulopathie. Alors, rejet ou tubulopathie, on n'a pas tellement de moyens d'aider les néphrologues dans ce contexte. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est mesurer, outre les petites anomalies échographiques que je vous ai montrées, c'est mesurer les résistances. Alors finalement, ces résistances, Jérôme Touré avait l'air de dire qu'ils n'en tenaient pas du tout compte. Chez nous, ils en tiennent compte. On n'est pas à visée diagnostique, mais à visée pronostique. C'est-à-dire qu'effectivement, de ne pas avoir de flux diastolique, ça veut dire qu'il y a vraiment une hypoperfusion importante du greffon, ça veut dire que la dysfonction est plus importante. Il y a en général une certaine corrélation entre le taux de filtration glomérulaire à la phase aiguë post-transplantation et l'index de résistance. Donc ça traduit la sévérité de la dysfonction et vraisemblablement quand même la souffrance du parenchyme rénal. Donc effectivement, avoir un index de résistance normal chez quelqu'un qui a encore un taux de créatinine élevé avec un GFR bas, c'est quand même de meilleurs pronostics, de bien meilleurs pronostics, que s'il a un index élevé, comme ça, à peu près à 0,90, voire à 1. Celui qui a un index à 1, il a quand même vraisemblablement moins de chances de récupérer. Et il y a eu des études, mais pas forcément très très bien menées, pour évaluer justement le rôle pronostique. Il y a une étude qui a montré que lorsqu'il y avait un reflux holodiastolique, comme ça, c'est-à-dire les résistances les plus élevées, là par contre le pronostic était très sévère. Bon, enfin on comprend que en fait c'est du monitorage. Et ça peut avoir un impact sur les traitements qu'ils administrent aux patients. Et sur l'attention qu'ils peuvent porter aux patients et puis le discours qu'ils peuvent tenir aux patients. Voilà. Donc c'est du monitorage. Alors je vous montre ça, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Ce sont des travaux qu'on a fait il y a quelques années et on a beaucoup espéré que ça puisse passer en pratique courante. Malheureusement, ça n'a pas pu. C'était l'utilisation du CINERM, des USPIO. Pourquoi? Parce que ces particules sont bloquées par les macrophages. Et donc ça permet de détecter l'activité macrophagique, donc la partie interstitielle d'infiltration cellulaire qui apparaît au cours du rejet. Et de le distinguer de la tubulopathie. Et dans la tubulopathie, il y a une infiltration interstitielle qu'on n'a pas vue sur la lame. On n'a pas vue sur la lame, pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais corticale, elle est médulaire. Donc dans le rejet, il y a une infiltration macrophagique globale, cortex et médulaire. Dans la tubulopathie, elle n'est que médulaire. Donc ça, ce sont des travaux qu'on avait fait chez le rat. Donc ça, c'est du T2 étoile. On retrouve le cortex médulaire externe, médulaire interne. Et 24 heures après USPIO, vous voyez que le foie a bouloté les particules. Et là, alors c'est pas normal, pardon, je n'aurais jamais dû mettre dans. L'état normal, c'est comme ça, 24 heures après. Ça, c'est une glomérulopathie. Ça, c'est un modèle de glomérulopathie. Vous voyez qu'il y a des macrophages plein le cortex, parce que la pathologie glomérulaire. Et puis, il y a d'autres équipes qui ont fait un peu la même chose, mais sur un modèle de rejet chez le rat. Et vous voyez qu'il y a une accumulation à 24 heures de tout le parenchyme rénal.
Et une autre équipe qui a fait un peu la même chose, mais sur une ischémie-reperfusion. Et vous voyez qu'à 24 heures, c'est une chute de signal dans la médulaire, et pas dans le cortex. Donc il y a vraiment une cartographie, glomérulopathie, normale, glomérulopathie, rejet, tubulopathie. C'est une sémiologie différente. Et on a fait une étude clinique, pilote, et je vous montre deux exemples. Ici, un transplanté à 15 jours de la transplantation. La question qui était posée, c'était est-ce qu'il y a un rejet? Et on voit qu'il y a une chute de signal sur tous les compartiments, médulaire et cortical. Il n'est pas aussi noir chez le rat, parce que la dose n'est pas la même. Mais il y a une chute de signal qui était mesurée, et il y avait effectivement, vous voyez, une infiltration importante avec des macrophages et des polynucléaires. Et un patient qui, par contre, était tout à fait suspect de d'ischémie-reperfusion, et ben, vous voyez, après injection, il n'y a pas de modification dans le cortex, mais il y a une chute dans la médulaire. Et vous voyez là, c'est 3 jours après, ça c'était volontaire, c'était pour éviter d'avoir de la recirculation. Bon, on s'est dit c'est génial, on va pouvoir y arriver, et puis le CNRM a été balayé, ils ont pas eu l'AMM, donc c'est tombé en définitive. Tout ça pour vous dire que peut-être que vous, quand... moi je le verrai peut-être pas, mais peut-être que plus tard, on aura, parce qu'il y a des nouvelles particules qui pourraient arriver sur le marché. Ça commence à pas mal. On fait une oxytocine en particulier. Voilà, donc ça sera sûrement intéressant, c'est à mon avis la seule façon de faire le diagnostic. Et moi, je trouve que ça aurait pu avoir un intérêt considérable dans le diagnostic justement du rejet infraclinique, pour éviter ces biopsies systématiques protocolaires. Bon, sinon, on n'a rien. Voilà. Ça, j'aurais dû l'enlever. Alors, quand il concerne la toxicité à l'axilo, ben, on n'a pas grand-chose. C'est la titration qui permet de faire le diagnostic. Ça peut ressembler au rejet, bien sûr, puisque ça survient un peu après. À l'histologie, c'est très caractéristique, ce sont des cellules vacuolisées comme ça. En échodoppler, il n'y a rien, c'est soit normal, soit c'est augmenté. Ça peut induire une microangiopathie thrombotique. Donc à ce moment-là, les index sont élevés. Bon, enfin voilà, là non plus, nous, on n'a pas de rôle à jouer. Après, à la phase chronique, il peut y avoir des infections chroniques. Elles sont rares aussi. J'en montre une un peu spécifique. Et puis il y a ce qu'on appelle le rejet chronique, entre guillemets. Il peut y avoir encore de la toxicité chronique aux anticalcinurines. Et puis ce qui est assez classique, ce sont les patients greffés pour des glomérulopathies qui peuvent récidiver les glomérulopathies sur le transplant. Alors, une forme d'infection qui est tout à fait caractéristique à l'état chronique, c'est l'infection à Corynebacterium favorisée par l'immunodépression. Et cette infection à Corynebacterium, vous savez, ça peut se voir sur les reins natifs aussi. On peut en faire le diagnostic si on trouve des calcifications urothéliales. Voilà, le diagnostic, c'est calcification urothéliale diffuse. Donc vous avez sûrement vu ça dans le module avec l'infection. Ça donne cet hypersignal sur l'urothélium avec l'artefact de scintillement qui se prolonge jusqu'à l'urtère. Voilà. Donc là, c'est une reconstruction. C'est un cas que m'avait prêté passé Lorenzo Berti. Voilà, après le reste, c'est pas un grand intérêt. L'imagerie n'a pas un grand intérêt. Alors ce rejet chronique, on l'a appelé ensuite néphropathie chronique d'allogreffe. Maintenant, on l'appelle IFTA, c'est-à-dire fibrose interstitielle et atrophie tubulaire. Donc il associe effectivement alors une atteinte vasculaire aussi. Il y a aussi une atteinte vasculaire. Il y a une fibrose interstitielle qui est marquée en bleu ici. Vous voyez les tubules qui sont complètement atrophiques dans certaines régions. Donc c'est ça, l'IFTA. L'IFTA, c'est le rejet chronique entre guillemets. Alors là aussi, on n'a rien. Donc en échographie, qu'est-ce qui a été décrit? Pareil, augmentation d'échogénicité corticale, perte de la différenciation corticomédulaire, diminution de la taille du greffon, contour irrégulier, augmentation de l'index de résistance. Il y a notre Radermacher qui a encore frappé dans le New England en montrant que si c'était augmenté à 3 mois, l'index de résistance, c'était annonciateur d'IFTA. On peut s'en douter. Et l'IRM, là non plus, pas grand-chose. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas d'outils. Alors peut-être ça, l'élastographie. Alors dans ce module, demain je vous reparlerai aussi un petit peu d'élastographie dans les maladies des reins natifs. Alors, vous savez que c'est quand même un outil fantastique pour le foie. Et donc tout de suite, ceux qui s'intéressent aux maladies rénales vont essayer de, bien sûr, d'appliquer ça au niveau du parenchyme rénal. Alors,
juste un petit rappel, mais je pense que vous connaissez ça, il y a deux types d'élastographie. Il y a l'élastographie statique, où on va comprimer avec la sonde. Ça, bien sûr, c'est pas quantitatif. Pas quantitatif parce qu'on ne connaît pas la pression que l'on met sur le tissu, donc on ne peut pas rapporter, on peut mesurer la déformation, mais comme on ne connaît pas la contrainte, on ne peut pas mesurer l'élasticité. Donc aujourd'hui, c'est l'évaluation de l'onde de cisaillement, donc de la vitesse de l'onde de cisaillement, qui permet de quantifier cette élasticité. Alors on a fait ça sur une population de greffés, patients greffés, il y avait 50 patients qui devaient avoir une biopsie. Alors, il y en avait qui étaient à fonction normale, d'autres qui avaient des dysfonctions précoces, d'autres qui avaient surtout, on cherchait un rapport avec l'IFTA. Peut-être qu'on aurait dû d'ailleurs se focaliser que sur des chroniques pour ne pas induire. Mais comme c'était aussi exploratoire, on a un peu mixé tout ça. Et on a, sur les biopsies, quantifié la fibrose avec du rouge Sirius, donc c'était relativement sérieux en termes d'analyse histologique. On faisait une évaluation avec 2 opérateurs, enfin moi je ne vais pas sur les détails, sur le pôle inférieur du greffon, puisque c'est là qu'en général on faisait les biopsies. Et voilà les résultats. C'est pas terrible, vous voyez, l'élasticité n'est pas corrélée à la fibrose quand on rapporte ici le degré de fibrose mesuré par le rouge Sirius, c'est-à-dire que c'est spécifiquement que la fibrose. Il y a une tendance, mais pas top. Quand on regarde les stades d'IFTA, qui sont bien stadifiés avec le protocole de Banff, on voit que là aussi il y a une petite tendance, mais c'est pas terrible. En fait, la seule corrélation qui est un peu plus, c'est à la limite de la significativité, mais vous voyez que c'est quand même pas génial, mais bon, c'est mieux que le reste, c'est lorsqu'on associe tous les items. C'est-à-dire que là-dedans, vous lisez vraisemblablement pas. En fait, les anapathes, ils peuvent classer toutes les lésions élémentaires aiguës et chroniques. Ils peuvent se surajouter. Interstitielles, vasculaires, tubulaires, glomérulaires, aiguës et chroniques. Donc ça fait 8 items. Si on associe les 8 items, là on a la tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil, l'élastométrie, qui permet de mesurer une élasticité globale. Mais s'il n'y a pas que la fibrose qui peut modifier l'élasticité des tissus. On le voit dans le foie avec la NASH, bien évidemment. Donc aujourd'hui on en est là. Alors il y a eu d'autres études un peu plus récentes qui ont montré un petit peu qu'il y avait une différence entre les greffons stables et les greffons qui avaient une dysfonction chronique et entre les aigus et les chroniques. Bon. Mais pour l'instant, ça ne nous aide pas vraiment sur le plan du pronostic et de l'évaluation du degré d'atteinte parenchymateuse rénale dans ce rejet chronique, dont je passe un petit peu vite. Et dans les stades de Banff, là, les différents grades, et il y avait une différence significative uniquement entre les grades 1 et les grades 2, et pas avec les grades 3. Et puis ça, c'était une étude longitudinale qui a montré qu'avec le temps, l'élasticité avait tendance à augmenter, ce qui a du sens. Vous voyez que les variations sont relativement importantes à travers la population, toujours chez des patients qui étaient biopsiés à 12 mois. Et dans ces résultats, là encore, même malgré cette tendance, vous voyez, il n'y a pas non plus de corrélation avec ce grade, même s'il y a une tendance, ça n'est pas corrélé. Et la seule corrélation qu'ils ont trouvée dans ce papier, c'est avec l'âge. Plus l'âge est élevé, et plus l'élasticité est corrélée. Non, il n'y a que l'âge qui est corrélé, pardon, pas l'élasticité, que l'âge qui est corrélé au degré d'IFTA. Bon, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'élastographie rénale, je vous en dirai un petit peu plus demain, sur pourquoi on a tant de difficultés. Et c'est pire sur les reins natifs, parce qu'ils sont plus profonds. Ceux-là, ils sont plus faciles à étudier. Et on a un problème d'outils aussi. Voilà. Donc voilà pour les complications médicales. Oui. Est-ce que ça sert à quelque chose de mesurer le volume du greffon rénal en écho ou à rien? Moi, je n'en ai pas parlé, on mesure que le grand axe, comme dans les maladies rénales. Que le grand axe. On ne sait pas mesurer le volume rénal. Il ne sert à rien de mesurer le diamètre transverse. Parce
en fonction de la quantité de graisse dans le sinus, si jamais il y a une dilatation des cavités. Donc on fait passer. Le jour les grands axes. Le jour où on aura des méthodes, et on reprendra bien, des méthodes de segmentation automatique, là ce sera bien. Là, ce sera bien. Ce qu'on sait, c'est que quand on essaie de corréler le grand axe au volume segmenté par ces méthodes logicielles de segmentation, il n'y a pas de corrélation. Là, c'est mal corrélé. Question. Alors, en ce qui concerne les complications neurologiques, là, il y en a. Alors, il y en a beaucoup, et là, l'imagerie est au cœur du sujet. Alors, les obstructions des voies excrétrices, bien entendu, toutes les collections qui vont se développer, que ce soit les hématomes, très rarement les abcès, les urinomes, les lymphocèles, et toutes ces collections peuvent être responsables, bien sûr, d'obstructions. Le lithium, c'est très rare, et puis les tumeurs. Donc, on va surtout parler d'obstruction et de collection, et puis un peu de tumeurs. Alors l'obstruction de la voie excrétrice, à la phase aiguë, on n'en a pas puisque les patients sortent avec une double J, la plupart des centres maintenant. Donc ce n'est que secondairement, quand la double J est sortie, qu'on va voir apparaître ces obstructions qui vont se traduire d'abord par une dilatation. Avec la prévalence, c'est moins de 10%. Alors les causes sont multiples, ça peut être des causes intrinsèques ou extrinsèques. Alors, les causes extrinsèques sont les collections, on va en parler tout à l'heure. Les causes intrinsèques, soit elles sont précoces, soit elles sont tardives. Les obstructions précoces par œdème de l'anastomose, maintenant on n'en a plus parce qu'il y a la double J. Avant, quand il n'y avait pas de double J, c'est pour ça que maintenant les patients sortent avec la double J. Ça peut être une cause ischémique, ça peut être parfois une piqûre, une torsion, quand un urtère est trop long, est coupé trop long. Ça peut arriver, on en a eu un il n'y a pas très longtemps, mais bon, c'est quand même très rare. Donc la plupart des causes intrinsèques, elles sont tardives, et c'est surtout la fibrose de l'anastomose, qui peut être liée soit au geste chirurgical, soit secondaire à l'ischémie. Voilà. Donc le diagnostic, il est bien sûr échographique. Ça se traduit par une dilatation des cavités piélo-calicielles, du bassinet, et si possible de l'urtère, qu'on arrive plus facilement que sur les reins natifs à suivre. Ça peut se traduire par une élévation des index de résistance, bien sûr, même sans anomalie du parenchyme rénal. Et dès qu'on a ça, il faut faire une exploration complémentaire, qui est en général une IRM, c'est plus simple. Donc avec d'abord les phases parenchymateuses, bien sûr, et puis ensuite les phases excrétoires, pour avoir une cartographie du siège de la dilatation et de l'interruption de cette dilatation, et éventuellement de la cause de cette obstruction. Il faut se méfier de la dilatation des cavités qui n'est pas d'origine obstructive. Et une des causes les plus classiques, c'est la vessie pleine. Donc ici, vous avez une image vessie pleine et ici une image vessie vide. Donc le patient y a uriné tout de suite et on le reprend tout de suite après. Vous voyez que les choses changent. Bon, globalement, donc dès que vous avez une dilatation, il faut tout de suite faire uriner les patients et contrôler. Bon, quand c'est obstrué, c'est bien obstrué, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors voilà un exemple de dilatation avec dysfonction, bien entendu, où l'échographie ne pouvait pas répondre sur la cause, ni sur le niveau d'obstruction. Et c'est l'IRM, avec les séquences pondérées en T2 ici pondérées en T1 après injection de produit de contraste, en MIP, sur le volume, ici en coupe plus fine, et ici l'image en T2, axiale. On se rend compte que, alors là, le T2, le MIP T2, le problème sur le volume, c'est que la vessie obstrue la vision de l'urtère, on a du mal à le dégager, alors qu'avec le T1, bien sûr, on voit beaucoup mieux, on s'extrait de l'opacification vésicale, si on fait ça suffisamment précocement. Et puis on se rend compte en T2 que c'est un tout petit nodule hypo-intense en T2, à la jonction, à l'anastomose, urétéro-vésicale, donc une sténose fibreuse de l'anastomose. Donc ça, c'est relativement classique. Après, ces sténoses peuvent être... alors celles qui sont liées à l'anastomose, elles sont très courtes et très distales. Lorsqu'on rencontre une sténose qui est beaucoup plus longue, comme ici, vous voyez que l'IRM montre une disparité de calibre relativement haut située à distance de l'anastomose,
qu'on retrouve sur les images d'uro-IRM, en général, on peut suspecter que c'est une sténose post-ischémique, fibreuse toujours bien sûr, mais post-ischémique, mais pas post-opératoire. C'est pas lié au geste du chirurgien, au système anti-reflux. Voilà, donc les sténoses urétérales intrinsèques, ça existe. Bien, ça se traite bien sûr ces obstructions par, on verra les collections après. Ça se traite bien sûr par une dérivation. En général, c'est une sonde Gilles. Et puis après, en fonction de la cause, s'il y a une collection, on traite la collection et puis on enlève la double J quand la collection est traitée. Si c'est intrinsèque, à ce moment-là, il y a une chirurgie pour refaire une anastomose. Refaire une anastomose, en général, ils ne refont pas, la plupart du temps, sur la vessie. Ils ne refont pas une implantation vésicale. Ils prennent l'urtère natif, sectionnent, et ils se branchent en urétéro-urétéral sur l'urtère natif pelvien, quand il est là. S'il n'est pas, bien sûr, ils sont obligés de refaire une anastomose urétéro-vésicale. Alors on peut poser une néphrostomie à la place ou associée, mais c'est surtout quand il y a des échecs de double J, et poser une double J sur une anastomose, qui en plus est sténosée, c'est très compliqué. Donc ça finit très souvent en néphrostomie en fait. Et après ils posent une double J par voie intégrale, quand ils peuvent. Bon, si c'est surinfecté, bien sûr, il faut poser une néphrostomie. S'il y a une hématurie, des caillots, bien sûr, c'est plus la néphrostomie. Donc finalement, ça finit souvent en néphrostomie, plus ou moins double J. Donc voilà pour l'obstruction en elle-même. Après, il y a les collections qui peuvent être à l'origine d'une obstruction. Et parmi ces collections, il y a la fuite urinaire, donc l'urinome. Donc l'urinome, c'est relativement rare, on en voit régulièrement. Vous voyez, c'est inférieur à 5% des cas. C'est précoce. Ça ne survient pas à 3 semaines. En général, ça survient dans les premiers jours ou dans les premières semaines, mais pas au-delà de 3 semaines. Sauf si on a vraiment laissé évoluer les choses. Donc c'est lié à l'ischémie du bas urtère au cours du prélèvement, puisque l'urtère, comme je vous disais, est vascularisée par des artères issues de l'artère rénale ou d'une artère accessoire polaire inférieure. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces polaires inférieures. Et par le bas, par les artères urétérales issues de l'hypogastrie. Voilà. Donc il peut y avoir un gap, et tout dépend, c'est un peu le hasard, hein. Si on coupe l'urtère à un endroit où il n'y a pas de reprise en charge, il peut y avoir une nécrose du bas urtère. Donc ça donne des urinomes, des collections qui sont sous-péritonéales, parfois intrapéritonéales si le péritoine a été ouvert. On en voit pas mal. Et puis le diagnostic, il repose sur 2 choses. Éventuellement la ponction de la collection avec un lidioxylique pour doser la créatinine et différencier ça du lymphocèle, ou alors sur une injection, et c'est le plus important bien sûr, c'est l'injection de produits de contraste pour chercher l'extravasation, que ce soit en scanner ou en IRM. Bon, ça c'était une cystographie qui montrait une fuite, c'est un examen qu'on ne fait plus bien sûr dans ce contexte. Voilà, ce patient, il avait une ischémie du bas urtère et il a développé une énorme ascite. Donc le péritoine avait été ouvert, ça a communiqué. Ascite inexpliquée, puis à la ponction, il y avait de la créatinine qui était augmentée. Il avait une oligurie, bien sûr, on peut le comprendre, puisque la plupart des urines étaient accumulées dans la cavité péritonéale. Et c'est l'uro-IRM qui nous a permis de voir cette accumulation extravésicale du produit de contraste sur les différents clichés. Donc d'une façon générale, il faut mettre en évidence sur les temps excrétoires tardifs, et parfois il faut aller plusieurs heures après l'injection pour mettre en évidence une fuite de produits de contraste et une contamination de la collection. Donc ici vous avez un exemple en IRM, en T1, sur une imagerie tardive, vous avez un urinome. Le greffon est ici, donc une augmentation du signal. Et là, c'est en scanner, ça peut être fait en scanner, bien sûr, avec une collection liquidienne avant injection et plusieurs heures après, une contamination par l'urine. Et la contamination peut être pas très très importante, et ça suffit pour faire le diagnostic. Voilà, celui-là, il nous avait posé des problèmes parce qu'en fait, c'était pas une fuite urinaire par ischémie du bas urtère, c'est parce que le patient avait eu une biopsie péropératoire. Alors vous voyez qu'il y avait un urinome, il n'y a pas de problème. Mais on ne savait pas d'où ça fuyait, parce qu'on voyait une accumulation de produits de contraste autour du greffon à son pôle supérieur, avec même peut-être un petit trajet. Et sur la reconstruction 3D, on voit très bien sur ce scanner le trajet, la fuite du produit de contraste par le trajet de la biopsie qui s'accumule avec le temps en périrène. Bon, enfin, c'est une histoire de chasse.
La grosse différence entre lymphocyte et l'urinome, elle est là. Vous voyez, deux collections qui se ressemblent beaucoup. Avant injection, au temps tardif, la lymphocyte ne se rehausse pas, alors que la vessie est rehaussée, l'urinome se rehausse. Il faut parfois attendre, hein, bien sûr. Et là, l'urinome qui a contaminé tout le pédicule rénal. Alors ça peut ne pas être très facile. Alors justement, ça c'est un cas qui a quelques mois. C'est un patient qui justement avait eu une thrombose de sa artère polaire réimplantée, mais thrombosée. Ça n'a pas duré longtemps, et qui a fait un infarctus d'un tiers inférieur du parenchyme rénal. Et puis à J12, il a eu un petit traumatisme, mais bon, on l'a exploré, et puis on a trouvé une grosse collection. Cette collection est surtout, vous voyez, hyperintensité 2, avec un petit peu d'hypointensité ici. Et ça, c'est un temps tardif après l'injection, et il n'y a absolument aucune contamination. Et puis, donc, compte tenu de la compression quand même du greffon, de la taille de la gêne ressentie par le patient, la taille de la collection, on le draine, et on fait une opacification. Bon, et puis voilà, ça reste là, il n'y a pas de contamination par quoi que ce soit. Et finalement, à J20, le drain se met à donner de l'urine, et donc on refait une opacification, donc plusieurs jours, vous voyez, après le drainage, et cette fois, vous voyez que la collection communique bien avec la voie excrétrice, et sur ce cliché en oblique, on voit le petit trajet. Vous voyez, il y avait une fuite urinaire avec le haut du parenchyme. Alors là, ça ne correspond pas là non plus à une ischémie du bas urtère, mais à une ischémie plus haut située, qui n'est pas expliquée. Donc vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs sources de fuite urinaire. Le plus souvent, c'est le bas urtère, mais parfois, ça peut être un peu tordu comme situation. En tout cas, vraisemblablement lié à cette ischémie. Hein. Donc c'était une ischémie du haut urtère, la partie supérieure de l'urtère. Voilà, donc la vascularisation des voies excrétrices, c'est bien sûr très important. Alors ça se traite bien sûr par une reprise. Il faut drainer, donc sonde vésicale, double J ou néphrostomie, il faut tout drainer de manière à ce que ça se ferme tout seul. L'idéal, c'est que ça se ferme tout seul. C'est vrai que ça marche assez souvent. Et puis sinon, c'est vraiment la réparation chirurgicale. Alors quand c'est haut situé, il n'y a pas tellement de réparation chirurgicale, ça peut finir en transplantectomie. Quand c'est le bas urtère, là aussi on repart sur une anastomose urétéro-urétérale avec l'urtère natif. On raccourcit l'urtère et on le branche sur l'urtère natif. Voilà. Donc ces collections précoces, il faut toujours suspecter l'urinome, ponctionner, injecter, enfin bref, tourner autour, quoi, avant de dire que c'est une simple lymphocyte. Alors les lymphocytes, par contre, elles sont plus fréquentes, heureusement, que les urinomes, c'est moins grave. En ce moment, on en a énormément, je ne sais pas pourquoi. Une épidémie de lymphocytes, je ne sais pas dans vos centres, mais moi je trouve qu'on en a beaucoup. Alors elle apparaît, vous voyez, plus tardivement, après la 4e semaine. On a vu les fuites urinaires, c'est en général dans les 3 premières semaines. Alors ça peut être plus précoce si on a vraiment une fuite lymphatique très importante, mais c'est quand même assez rare. Donc classiquement, c'est ça. Bon, en général, il n'y a aucun problème, ça ne donne pas de soucis, sauf que ça peut comprimer l'urtère, comprimer la veine, on va voir un exemple, et ça doit être traité, et c'est pas ça. Voilà, donc la collection anécogène, comme un urinome, les deux en échographie ne peuvent pas être bien entendu séparés. On est obligé de faire autre chose. Alors voilà une volumineuse lymphocèle qui était responsable d'une dilatation des cavités. On voit ici le bas urtère qui est complètement comprimé par cette collection, qui est un peu cloisonnée, comme on le voit souvent. Une lymphocèle qui progresse vers les tissus sous-cutanés à travers la cicatrice. Il y a une désunion de la paroi. Et bien entendu, ça entraîne une dilatation des cavités piélocalicielles, avec là encore la différence d'information entre le T2, l'uro-IRM T2 qui montre la vessie, la lymphocèle, mais on ne voit pas tellement la zone de compression. Et par contre, avec le T1, après injection, on voit tout à fait que c'est une compression du urtère moyen, ce qu'on voyait exactement à l'échographie. Voilà, donc l'IRM, là, bien sûr, est importante. On peut faire un scanner également. Pas tellement de problèmes. Parfois, ces lymphocèles vont retentir sur le greffon et elles peuvent se développer quasiment, alors soit sur des loges qui sont cloisonnées, soit en sous-capsulaire, comme ici. Enfin, là, en fait, c'était une loge cloisonnée, c'était pas vraiment sous-capsulaire, mais ça ressemble vraiment à un sous-capsulaire, c'est parfois difficile à dire. Donc ça peut comprimer le greffon, bien sûr.
c'est compliqué à traiter. Alors, le traitement classique, c'est ça, c'est la ponction sclérose. On fait une analyse du liquide, bien sûr. Faire une évacuation seule, ça ne sert à rien, parce que ça va se reproduire, donc il faut mettre un drain, et puis traiter. Alors, un truc classique, c'est la bétadine, 50%. Faire des rinçages, 2 fois par jour au début, puis après on peut le faire le lendemain, puis au 3e jour, souvent après on arrête et on laisse le drain. On laisse le drain tant qu'il donne. Souvent le drain se bouche, donc il faut refaire un examen, c'est voir si la collection est toujours là, ou si c'est parce qu'il y a plus de liquide. C'est empoisonnant, c'est la fossette. Enfin, moi je ne sais pas vous, mais c'est pas simple. On a arrêté de mettre enfin on n'a quasiment jamais mis d'alcool à cause de la proximité avec l'urtère. Quand ça ne marche pas, il y a la chirurgie, la marsupialisation, souvent célioscopique, avec l'ouverture de la fosselle dans le péritoine, le plus souvent. Mais souvent, c'est lourd, et la bétadine, ça ne marche pas forcément très très bien. Et d'ailleurs, on voit fleurir dans la littérature d'autres techniques de sclérose de lymphocèle, avec de la colle fibrinée, avec de la poudre hémostatique, des embolisations par voie lymphatique, par ponction des ganglions, enfin bon, c'est empoisonné. Franchement. On n'a pas, moi je trouve qu'on n'a pas un bon système de sclérothérapie efficace, reproductible, avec un fort pourcentage. Je ne sais pas vous si vous avez de très bons résultats avec les sclérothérapies. Qui c'est qui en fait les scléroses de lymphocèle? Ça marche pas. Ça marche pas toujours. Pas toujours. Hein. J'ai une question, vous l'avez dilué à 50% Oui. dans le sang? Ouais. On la met pas pure, c'est peut-être pour ça aussi. Vous mettez quelle quantité? On met à peu près 20% de la quantité de la lymphocèle. Sur les premières 24 heures sur la journée? Non, on fait le matin, on le laisse une demi-heure, puis après on la reste. Et je pense que c'est vraiment de cuisine. Hein. Et c'est de la bétadine alcoolique. Vous avez essayé les lymphographies et Non. il y a des équipes. Oui, il y a des études là-dessus. Ouais, faire une info, piquer les ganglions, faire une info et voir s'il y a une grosse plaque, s'il y a une fuite, à ce moment-là, essayer de la piquer dans la fuite et injecter l'alcool dedans. C'est empoisonnant, voilà. Alors quand en plus ça pleut, et là en ce moment chez nous ça pleut, et la fossette, parce qu'il arrive, c'est toujours une histoire de drain, et il se bouche et il faut reposer un drain, et il faut... enfin bon, voilà. Après il y a les hématomes, bon mais ça peut nécessiter une chirurgie quand c'est vraiment très important comme ici, un énorme hématome bien sûr. Alors, quand on voit des hématomes comme ça, on se dit mais il doit y avoir une fuite. Donc là, plutôt que d'injecter le produit iodé, là on a injecté des microbules et puis finalement il n'y avait pas de fuite du tout dans l'hématome. Bon, en fait c'est une histoire de chasse, hein, ça, les hématomes post-opératoires. Donc ces collections peuvent se compliquer. Alors, on a vu les compressions des voies excrétrices, mais ça peut comprimer les vaisseaux aussi. Et quand ça comprime les vaisseaux, et en particulier les veines, il y a deux types de... Enfin, il y a une complication, c'est la thrombose veineuse. Donc ce patient, il avait effectivement une lymphocèle, et il a développé, vous voyez, une thrombophlébite dans son axe iliaque externe, et fémoral commun, et ça c'est le carrefour fémoral, avec la fémorale superficielle, la fémorale profonde, tout est bouché. Alors c'est embêtant, mais le risque principal, c'est que la thrombose s'étend vers la veine rénale, bien entendu. C'est pas tant la thrombose du membre inférieur, c'est surtout le risque d'extension de la veine rénale. Voilà, donc ça peut donner ça. Ça, c'est un patient justement qui avait une compression de sa veine rénale. Alors, il avait une dysfonction, c'était un hématome, ça, c'était un hématome. Important, vous voyez, très hétérogène. Il n'y avait pas de fuite de produit de contraste. Et on voyait la compression de la veine ici avec un artefact périvasculaire. Donc ça, c'était l'artère. C'est la veine qui était comprimée. Et sur l'angioscanner, vous voyez, on voit ce drainage veineux qui est précaire. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le drainage sur un hématome, ça ne marche pas. Donc là, c'est la fièvre. Donc les hématomes, en général, ils ne touchent pas, sauf ça. Donc regardez bien les veines. Veine iliaque, veine rénale, quand vous avez des grosses collections. Très important. Et celui-là, c'est un cas récent aussi, qui a développé un œdème du membre alors qu'il avait une lymphocèle. Et effectivement, on la voyait en écho. Vous voyez, la lymphocèle est là.
pôle inférieur du greffon, il y en avait aussi un peu autour du greffon, et vous voyez le diamètre de la veine iliaque qui se restreint, avec vous voyez, l'accélération très importante au regard de la compression. Et la veine rénale se drainait tout de suite au-dessus, en aval. Voilà. Donc le risque, c'est qu'il fasse une thrombose et que ça s'étende à la veine rénale. Voilà, c'est toujours un stress. Voilà. Compression veineuse, thrombose veineuse, c'est toujours un stress pour le greffon. Et le reflux. Alors effectivement, il y a quelques patients qui font des pyélonéphrite à répétition. Ça peut altérer d'ailleurs, bien sûr, le parenchyme rénal. Ça peut donner une néphropathie tubulo-interstitielle chronique. Et là, il faut rechercher un reflux. Ça se fait par cystographie. Voilà. Et on finit avec les tumeurs. Donc effectivement, les patients greffés sont sujets à développer plus de tumeurs que la population générale. Le risque est multiplié par 100. Alors bien entendu, si on accumule tous les processus tumoraux, bien entendu, c'est surtout la peau, les syndromes lymphoprolifératifs et les carcinomes. Alors, les carcinomes, rein, utérus, foie, rectum. Donc c'est pas toujours l'appareil urinaire, bien entendu. Ce sur quoi je vais me focaliser, c'est le carcinome rénal sur le greffon. Parce que sur les reins natifs, c'est surtout la maladie kystique, vous savez, c'est l'insuffisance rénale chronique. Sur les greffons, il peut y avoir des tumeurs qui se développent. Et le plus souvent, alors contrairement à ce qui a été écrit pendant pas mal d'années, où on disait que ce sont des carcinomes acinucléaires, en fait, le plus souvent, ce sont des carcinomes papillaires. Beaucoup plus que les cellules nucléaires. Ça, c'est typique d'un papillaire avec l'hyposignalant T2. Alors bien sûr, on les détecte à l'échographie assez facilement, et à ce moment-là, il faut leur faire une IRM pour caractériser la lésion, et il faut les traiter. Et on les biopsie alors. Alors les syndromes lymphoprolifératifs, avant, ce sont des adénomégalies qu'on cherche en abdominal. Là, il y a juste une image qui est assez caractéristique, qu'on ne voit pas très souvent, mais qui est assez caractéristique, c'est l'infiltration tissulaire du pédicule et du sinus rénal, comme ça. Bon, c'est un cas qu'on avait vu il y a déjà quelques années, mais il y en avait d'autres dans la littérature qui étaient absolument identiques. Mais l'artère est ici, cette espèce d'infiltration qui était tissulaire, qui se rehaussait. Et c'est assez caractéristique des syndromes lymphoprolifératifs, c'était un lymphome B. Voilà. Sinon, les tumeurs du rein, eh bien voilà, il faut les explorer en IRM multiparamétrique pour les caractériser. Ça, c'est un carcinome acinucléaire, T2, hypersignal, pseudocapsule, un rehaussement qui est relativement lent toutefois. Et il faut les traiter aujourd'hui par ablation. Donc c'est le meilleur traitement. Pourquoi ? Parce que ça évite de réouvrir la loge rénale qui souvent colle bien. Alors il y a beaucoup de chirurgiens qui défendent encore la néphrectomie partielle sur ces greffons. À mon avis, ça ne se défend plus, parce que c'est peut-être tellement simple de les traiter par ablation qu'a priori, on ne devrait plus les opérer. Enfin, c'est en train de faire son chemin. Il y a des préférences pour le type d'ablation ? Non, ça peut être de la radiofréquence ou de la cryothérapie. Même indications de l'un ou de l'autre que les tumeurs natives. Si c'est plutôt endophytique, c'est plutôt cryo, c'est exophytique. Le plus simple, la radiofréquence. Après, ce sont les choix de chacun. On avait rapporté une série d'une vingtaine de tumeurs développées sur les greffons rénaux. Ça marche très bien. Ça, c'était un Bosniak 4 qui s'est développé sur un greffon, avec un petit pédicule vasculaire dans le nodule qu'on voit après sonodu. Voilà, on l'a traité avec une petite aiguille simple de radiofréquence, tellement simple. Voilà, ça marche très bien, c'était le résultat de la publication. Voilà.